Donc, au début, c'était juste toi, tu ne faisais rien, puis tu as enfin réalisé ta première vente. Tu as d'abord engagé quelques freelances, puis tes 1 à 4 premiers employés. Comme manager, tu as eu 5 à 9 salariés et maintenant tu en as 10 à 20. Donc, on veut dépasser les 20 et nous nous situons actuellement entre 10 et 20. Le thème de cette étape concerne les liens produits. À ce niveau, on est dans la tranche 10-19. Votre rôle est désormais celui de directeur. Donc, tu es passé de manager à directeur, tu as maintenant des managers sous ta responsabilité. Et donc, il y a maintenant une couche et demie d'infrastructure. En gros, tu vas avoir 2 ou 3 managers encadrant chacun 2 ou 3 personnes. C'est pour cela qu'on a ces 2 couches d'infrastructure, mais tu en diriges encore certaines directement. Très bien, ici, la taille des entreprises est de 2,4 millions. On passe donc de 3 millions à 2,4. On continue donc à descendre dans des sphères de plus en plus rares. À ce niveau, penchons-nous sur le produit. Il s'agit des biens et services fournis. Et donc, le problème à ce niveau est que les clients n'ont plus rien d'autre à acheter chez vous. Et ensuite, ils partent. Tu as enfin compris ton produit et tu as trouvé ta niche. Et tu te dis, OK, maintenant, ils achètent dans ce nouveau produit, meilleur pour eux. Et puis ensuite, ils se disent, ah, tu n'as plus rien d'autre à me proposer. Et là, tu réponds, oui, non, j'aime pas l'argent. Et voilà, c'est tout. C'est la fin de la relation, ce qui est nul, non? Pour l'étape suivante, lier le service client au produit, puis créer une nouvelle offre à leur vendre. Voilà à quoi ça ressemble. C'est généralement là qu'une vente additionnelle en back-end entre en jeu. Donc, on voit souvent le cas d'une entreprise qui arrive aux alentours de 3 millions environ, ou peut-être parfois 10, dans cet ordre de grandeur. À ce stade, elles se disent, on veut pouvoir passer à l'échelle, mais il nous faut un véritable back-end, non? On doit changer. Notre ratio LTV-CAC chute car la cible s'élargit, mais la LTV stagne. Et donc, la montée en gamme du back-end. En fait, je les structure généralement à 5 fois le prix de l'offre principale. C'est encore le principe du 80-20 qui revient. Maintenant que l'avatar est ciblé, ce sont nos meilleurs clients et c'est à eux qu'on veut vendre. Même au sein de ce segment, il y a un autre 80-20 qui s'applique. Et donc, les clients sont souvent fractales, ce qui signifie que 20% des gens peuvent dépenser 5 fois plus. Mais si tu arrives à faire acheter à 20% quelque chose qui coûte 5 fois plus cher, tu doubles le chiffre d'affaires de l'entreprise. Plutôt cool. Si 100 clients achètent à 1000 $, on a 100 000 $. Si 20 d'entre eux achètent à 5 000 $, soit 5 fois plus cher pour un cinquième du groupe, on gagne encore 100 000 $. Ça double le chiffre d'affaires, même en ne vendant qu'à 20% des clients. Autre chose. Alors ne te laisse pas embrouiller en te disant « Oh, je ne vends qu'à… Pourquoi aurais-je ce back-end juste pour que 20 personnes l'achètent ?» Ces 20-là peuvent doubler l'activité tout en doublant aussi ton ratio LTV sur CAC, ce qui te permet de continuer à te développer. Tu te demandes « Qu'est-ce que je propose en upsell avec mon offre principale ?» Ce sont des thèmes simples et voici un exemple concret. L'un de mes upsells préférés, c'est plus de ce que tu viens d'acheter, suivi de près par plus d'aide pour cet achat, puis une version plus récente ou améliorée de ce qu'ils viennent d'acheter, ou pour des périodes plus longues. Et donc voici une petite matrice visuelle que je crée pour nos entreprises. J'appelle ça le Crazy 8. En tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir analyser n'importe quelle boîte et trouver 8 façons de valoriser un client. Par exemple, si je vends des chaises, je peux en augmenter le prix. C'est une option. Je peux amener les gens à acheter plus de chaises. Par exemple, comment les contacter plus régulièrement? Peut-être qu'une fois par an, ils renouvellent les chaises. Je réduis leur coût. Pas forcément une vente additionnelle, mais ça booste ma valeur vie client. Idem pour le cross-selling. Donc d'accord, avec votre chaise, voulez-vous des housses de chaise? Quel est l'achat complémentaire naturel qui irait avec ça? C'est le burger avec vos frites. Je vais vous dire à quel point je connais ça parce que c'est dupliqué. Donc nous avons la qualité et la quantité. Pour la qualité et la quantité en downsell, voici l'idée. Si je veux augmenter, c'est une vente additionnelle. Je pourrais dire, d'accord, voulez-vous une chaise en bois plutôt qu'une chaise en plastique? Ce serait donc une version de meilleure qualité du même produit. Je peux aussi proposer une plus grande quantité du même produit. Donc, au lieu d'une seule chaise, voulez-vous acheter une pile de 10? Des chaises en plastique d'origine. Maintenant, à l'inverse, si je veux faire une vente descendante, je peux baisser la qualité ou la quantité. Plutôt qu'une chaise, préférez-vous un modèle enfant? Plus petit ou, au lieu du plastique, voulez-vous une chaise en papier? Encore pire que le plastique. Comme le plastique UHMW presque par balle, ou le Kevlar, ou préférez-vous ces chaises de jardin fragiles? Quel est le lien avec la LTV? Pas d'impact sur la LTV, mais ça booste le CA par prospect car ça transforme un non en oui. On passe de 0 à un gain minimal. Et donc, c'est ainsi que vous devriez pouvoir, pour n'importe quel produit ou service, passer en revue tout cela. Hausser les prix.
Visez le rachat, la vente croisée ou réduisez les coûts. Proposez des variantes en qualité ou quantité supérieures ou inférieures. Utilisez cela comme matrice pour accroître vos revenus. C'était pour un produit, mais parlons service, car il représente 78% des entreprises. Imaginons que vous dirigiez une agence et vendiez des services marketing. Bien, je peux augmenter mes tarifs et réduire le taux de résiliation. Cela les incite à racheter encore et encore. J'allonge le nombre de fois où ils achètent. Je peux externaliser mon équipe à l'étranger et diminuer le coût de ma prestation, ce qui signifie une main-d'œuvre moins chère. Ou je peux augmenter le ratio, soit un seul représentant pour 10 entreprises contre 5. Je double ma marge par un produit complémentaire. La pub payante devient mon activité principale. Eh bien, je vais aussi ajouter du SEO ou encore de la création ou du contenu ou du suivi par email, peu importe. Je peux proposer une montée en gamme sur la qualité. Par exemple, pour améliorer la qualité, vous êtes avec un junior, mais vous pourriez avoir un représentant senior plus expérimenté avec 5 ans d'expérience, ou moi-même, le patron, n'est-ce pas? Je peux faire une montée en gamme. La quantité dans une entreprise de service correspond généralement au nombre de points de contact ou à la durée. Donc, je peux vendre un contrat de 12 mois plutôt qu'un contrat de 3 mois. Je peux dire, on se verra 3 fois par semaine plutôt qu'une. Et à l'inverse, pour réduire la qualité ou la quantité, faites l'inverse. Écoutez, vous ne pouvez pas vous offrir mes services, mais travailler avec un agent pour moins cher. Côté qualité. Pour la quantité, sans engagement de 12 mois, on propose 6 ou 3 mois où j'espace nos échanges, passer d'une fois par semaine à toutes les 2 semaines. Ou préférez le chat aux appels Zoom. Voilà. On peut donc l'envisager. C'est une question de qualité, mais le concept du Crazy 8 s'applique aux produits ou services pour rentabiliser n'importe quelle activité. Et donc on a transformé l'offre en produit, on a notre deuxième proposition et on a créé quelque chose de nouveau à leur proposer. J'ai lié le service client et le produit car si vous hésitez, je ne sais pas lequel ils voudront. Le service client peut vous faire des retours sur les demandes. Les ventes peuvent aussi vous aider à savoir, parmi ces 8 options, laquelle choisir. Cela orientera votre choix. Je vais donc parler du marketing à ce stade et on va continuer sur cette lancée, donc à ce stade. En marketing, les prospects qualifiés coûtent trop cher, limitant votre publicité. Rappelez-vous le ratio LTV sur CAC. Sans le second produit à ce stade, la valeur vie client reste insuffisante. Il est donc plus dur d'acquérir des prospects car ils sont de plus en plus chers. Pour l'étape suivante, nous investissons davantage dans notre message de niche avec la nouvelle offre pour évoluer. Avec notre upsell, on gagne plus et on peut donc dépenser davantage. Ce deuxième produit augmente notre limite de CAC en l'intégrant directement à la valeur vie client. Et puis, en ce qui concerne l'évaluation des prospects, on passe du fait qu'ils s'auto-évaluent eux-mêmes, ce qui ajoute de la friction au processus à nous, qui examinons les prospects entrants et les évaluons nous-mêmes, ce qui est différent. Très bien. Nous devons donc aussi commencer le processus de CRO, c'est-à-dire l'optimisation du taux de conversion. Cela consiste à avoir un rythme régulier de tests AB sur tous les aspects de l'entonnoir. Rappelez-vous nos KPI de base. On veut voir si, en changeant ceci ou en déplaçant ce bouton, on obtient 10% d'augmentation ou une petite amélioration. On a simplement ce rythme régulier, car en obtenant environ 5, 20 ou 15% de gains sur 4 ou 5 points, on double le rendement de l'entonnoir. Et à ce stade, il faut être professionnel. On met notre casquette de grand, car maintenant, on entre chez les grands. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, prioriser les prospects revient à cibler ceux qui ont le plus fort potentiel de conclusion. On les associe aux commerciaux qui ont le plus de chances de les conclure. Très bien. Donc, c'est comme si tu voulais mettre les meilleurs prospects avec les meilleurs commerciaux. Je réfléchis donc à ces 3 éléments. Les qualifications, c'est qui ils sont. Le comportement, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis la source, c'est d'où ils viennent. Par exemple, je peux savoir que si un chef d'entreprise qui se considère comme PDG et qui a 50 employés, ça, c'est qui il est. Le comportement, c'est que je peux voir qu'il a regardé toutes les vidéos que j'ai faites et qu'il a acheté 2 livres, n'est-ce pas? Et il venait de LinkedIn en inbound de façon organique. Ce lead, par sa nature même, vaut potentiellement plus que quelqu'un venant de TikTok qui a une plus petite entreprise et n'a vu qu'un seul extrait avant de s'inscrire. Je peux voir ces 2 aspects car nous suivons le parcours utilisateur. C'est pourquoi l'attribution est si importante et c'est pour cela que nous l'avons mise en place plus tôt afin de mieux évaluer nos leads. À ce stade, pourquoi donnerais-je ce lead LinkedIn super qualifié avec sa grande entreprise à mon pire closer? Ça pourrait tout gâcher. Donc je donne les meilleurs leads aux meilleurs commerciaux, ce qui booste tes gains. Pour le CRO, plutôt que d'expliquer le test AB, je vais te dire voici mes priorités pour les tests AB dans l'ordre.
D'abord, je teste mon titre et mon sous-titre, car ce sont des modifications faciles à faire qui ont un impact très important. Souvenez-vous de ce quadrant, fort impact et faible investissement. Ce sont ces actions qu'on veut tester à fond. Sur la page d'accueil d'acquisition.com, nous avons effectué une trentaine de split tests rien que sur le titre. Et c'est ce titre qui fonctionne. Voici le numéro 1, puis le numéro 2. Le suivant, c'est l'offre elle-même. Je teste ça avant l'offre, non par manque d'impact de celle-ci, mais car cela demande plus d'investissement. Si tu changes l'offre, il faut tout changer l'entreprise. Change ce que tu délivres, le fonctionnement du message et bien d'autres aspects. Alors que ces deux points concernent que la description de l'offre. L'impact est similaire, mais avec tellement moins de travail. Enfin, l'image est moins forte que l'offre, mais peut quand même apporter un gain. Ce serait plutôt un impact moyen à faible, mais aussi un faible investissement. Et puis les puces des bénéfices. La preuve est un élément essentiel. Placez tout ce que vous voulez au-dessus de la ligne de flottaison ou changez l'ordre des pages lorsque vous travaillez sur le processus. Placer votre appel à l'action plus haut sur la page fonctionne parfois mieux. L'ordre des preuves importe aussi, comme mettre la fille avant le garçon. Testez ces éléments selon cette hiérarchie d'importance. Donc, pour faire cela, installer un logiciel d'attribution pour des tests et des rapports plus précis est super important. Voilà, cela a un coût. Mais à ce stade, vous avez les moyens de vous le permettre et c'est nécessaire. Après avoir optimisé la conversion, lancé notre second produit, augmenté les dépenses et affiné le message, nous pouvons évaluer nos prospects et les passer aux meilleurs vendeurs. On peut recalculer le ratio LTV sur CAC et définir ce nouveau coût acceptable. Désormais, nous pouvons dépenser 3 000 $ contre 1 000 auparavant. Et nous voulons comprendre quel est notre montant encaissé sur 30 jours. C'est-à-dire, si un prospect arrive, combien cela nous coûte-t-il? Juste pour l'acquérir le premier mois. Peut-on compenser ça? Si on est rentable sous 30 jours, on est ravi. Si on fait mieux, on gagne sur l'acquisition. Avec la LTV en plus, c'est encore mieux. Mais c'est là que vous commencez vraiment à accélérer où tant que je ne perds pas d'argent pendant les 30 premiers jours, tout va bien pour moi. Honnêtement, pour nos plus grandes entreprises, on accepte de perdre de l'argent plusieurs mois avant d'être rentable car nous maîtrisons parfaitement nos chiffres. Et c'est ainsi que vous continuez à vous développer. Vous pouvez dépenser plus que vos concurrents, donc vous visez le seuil de rentabilité pour intensifier vos publicités, n'est-ce pas? C'est la stratégie des grands groupes. Comme dit, on perd parfois de l'argent au début. À ce stade, c'est la 5e étape du marketing. On passe dans la cour des grands. Les prospects qualifiés coûtent trop cher, ce qui limite votre capacité publicitaire. Nos nouvelles offres optimisent votre CAC pour investir davantage et générer plus de leads efficacement. Ajoutez une attribution dans CRO. Voilà. Service client. Fantastique. Oh! Ce sont les ventes. Bien, je suis de retour aux ventes. C'est encore moi? D'accord. La contrainte à ce niveau est donc que les clients se voient imposer des attentes irréalistes, ce qui entraîne une chute drastique des remboursements. Les mauvaises critiques nuisent. Le vendeur dit « c'est cancérigène ». Non, vous ne voulez pas de ça. D'accord. Pour l'étape suivante, créez les supports de vente, puis analysez chaque semaine les enregistrements entre service client, vente et marketing pour l'assurance qualité. Nous suivrons aussi le NPS, le CSAT et les remboursements. Maintenant, vous vous dites sûrement qu'on le faisait déjà. Maintenant, par commercial. Avant, on faisait ça uniquement en interne, juste pour avoir une idée générale. Mais maintenant, on se rend compte que tous les clients de Timmy nous détestent, alors que pour ceux de John, tout se passe très bien. On a donc enfin compris le lien entre les attentes fixées lors de la vente et ce que l'on livre réellement. Parfois, à cause de vos équipes et de leurs attentes erronées, votre réputation en pâtit. Très bien, alors parlons-en. D'abord, les supports de vente, des PowerPoint, des vidéos de vente VSL et des lettres de vente physiques ou numériques. Vous pouvez envoyer des PDF, des tableaux, des graphiques, des visualisations de données, des calculateurs, tout ce qui aide vos commerciaux à vendre de manière plus cohérente. Voici donc comment j'aime voir les choses. Si j'ai un script de vente, il y a probablement un moment dans le script où le commercial fait la présentation. Il fait de l'éducation, de l'enseignement, remet en question les croyances. En tant que commercial ayant fait beaucoup de ventes, ça peut devenir très fastidieux. Parce que vous répétez la même chose encore et encore. Je veux prendre les propos du vendeur dans le pitch parfait qu'il répète et les mettre avant la vente. Vous dites, regardez cette vidéo, il y a des données, des graphiques. Ça l'explique mieux que je ne le ferai avec de belles images pour marquer les esprits. Ensuite, quand on se retrouve par téléphone, on peut parler de la vidéo et de son application à votre cas. De cette façon, le commercial n'a plus à se répéter sans cesse. Et le prospect n'a pas l'impression de subir un long monologue. On perd le lien ainsi. En plus de raccourcir votre appel de vente, votre équipe gagne en efficacité. Parce que les commerciaux n'ont plus à répéter les mêmes 5 minutes 7 fois par jour, donc ils récupèrent tout ce temps.
Et puis vous avez cet outil qui permet d'assurer la cohérence des attentes fixées avant l'appel. Donc, pour vous donner les bases rapidement, si vous avez une sorte de VSL ou de vidéo de vente ou tout autre support de pré-vente. J'aime commencer la vidéo avec une accroche très forte et très détaillée basée sur la douleur. Vous voulez donc parler précisément de la douleur de l'avatar, puis enchaîner avec la preuve, la promesse et le plan. D'accord, la promesse va être liée à la douleur. Pourquoi ce problème n'est-il pas encore résolu pour elle? Quel impact si ça continue? Quelle est la solution? Comment fonctionne la solution? Qu'est-ce qui rend notre solution meilleure que celle des autres? Et ensuite, la preuve que notre solution fonctionne réellement. Et puis, il faut intégrer cela tout au long. La preuve, c'est que vous voulez l'intégrer à l'ensemble. Après le cœur du sujet, on enchaîne. Quels sont les risques à investir dans cette solution? Mentionnez-les, ne cachez rien. Ils y pensent. Dites, vous craignez sûrement qu'on parte au Nigeria dépenser tout cet argent. Qui sait? Peu importe. Soyez transparent là-dessus. Vous craignez sûrement que ça ne fonctionne pas ou qu'il y ait un souci d'intégration. Voyons donc tous ces points ensemble. À l'étape finale, vous dites « Super, maintenant vous allez parler à Sean, il va s'occuper de vous. » Ou vous le faites avant, puis il réserve l'appel. C'est à vous de voir. Mais les VSL, les supports de vente, les présentations et les diaporamas, j'essaye d'intégrer ces éléments dans presque tous les processus de vente. Parce que cela réduit simplement les hésitations et en fait la volatilité de notre taux de conclusion des ventes. Au lieu d'osciller entre 20 et 40%, je préfère viser 30 par semaine. L'idéal serait d'atteindre 40 grâce à notre meilleure méthode de vente. Alors, on l'a reproduite encore et encore. C'est la partie frontale des ventes. La prochaine étape est d'intégrer une analyse vidéo. L'analyse de bande vidéo est en fait une réunion collaborative entre le service client, les ventes produits et parfois même le marketing. Et ils veulent essentiellement avoir un point où ils ont de la transparence sur les autres parties de l'entreprise. Et je me souviens que c'est un peu le pont entre Leila et moi. Par exemple, j'ai tendance à être en première ligne, Leila a tendance à être en coulisses. Donc, c'est un peu comme la réunion des deux côtés de nos activités quotidiennes. Leila l'a instauré dans l'entreprise il y a longtemps et cela a fait une telle différence qu'on l'a appliqué dans chaque entreprise depuis. Leila va donc détailler son fonctionnement et ses avantages. Donc, la première étape, c'est que vous devez organiser. Ce sont les 5 A. Vous devez organiser l'appel. Et cela va être le responsable des ventes et généralement celui qui est chargé d'organiser la session de Game Tape. Demandez-leur de fixer un créneau horaire de 60 à 90 minutes pour que les responsables des ventes, du produit, du marketing et du service client puissent se réunir. Vous pouvez aussi inclure d'autres membres du département si vous pensez que cela leur sera bénéfique. Parfois, vous avez tous les départements car ça aide, notamment en cas de grande disparité. Mais ils vont organiser un créneau où tout le monde pourra se réunir pour compléter la Game Tape. Si votre entreprise a des problèmes, comme un fort taux de résiliation, des clients qui partent ou des attentes non satisfaites, comme si vous perdiez des clients rapidement. Vous pourriez vouloir faire cela 3 fois par semaine, voire tous les jours, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Donc, ce que je veux préciser, c'est que s'il y a des problèmes, faites-le jusqu'à ce que ce soit réglé. Le faire chaque jour pour régler ça en 10 jours, tant mieux. Si cela signifie qu'il faut le faire 2 fois par jour, le matin et le soir, jusqu'à ce que ce soit réglé en 5 jours, tant mieux. Allez-y en volume s'il y a un souci. S'il n'y a pas de gros problèmes, faites-le 1 fois par semaine. Cela permet de maintenir et prévenir pour éviter les problèmes. Et ce n'est pas seulement préventif. Cela va aider tous ces départements à s'améliorer. La prochaine étape est d'assembler. Ce que le responsable des ventes va faire, c'est qu'il va récupérer un enregistrement de l'équipe que vous allez examiner cette semaine. Disons que cette semaine, c'est le service commercial qui choisit un appel. Ce sera soit un appel à retravailler qui n'a pas abouti, soit un appel réussi pour montrer ce qui a bien fonctionné et à quoi ressemble un bon appel. Demandez-lui de prendre cet appel, un commercial lui transmettra. Parfois, vous gérerez aussi le service client. Vous ferez donc des appels d'intégration, de coaching et de vente. Et donc, je commence par me dire, d'accord, ils vont simplement prendre un appel de vente à l'avenir. Une fois ce rythme instauré, ajoutez l'intégration et le coaching. En général, le point bloquant reste l'appel de vente. Souvent, vos équipes d'intégration et de service client n'ont jamais assisté à un appel de vente. Ils l'ignorent, ils accueillent simplement ces clients. C'est un énorme angle mort. Pareillement, les commerciaux n'ont aucune idée. Une fois la vente conclue, ils ne savent pas ce qui se passe ensuite. Donc, si vous regardez ceci, je parie que votre équipe de vente n'a jamais vu à quoi ressemble l'intégration. Ça apporte de la transparence partout. Le service client demande « Pourquoi dire ça? Ça nous complique tout. » Et les commerciaux répondent « Ah, je ne savais pas que ça gênait. » Vous dites « Oui, ils s'emportent. » Ils font « Ah, on ne peut plus rien dire. » Ils disent « Oh mon Dieu, s'il te plaît. » Oui, arrête de dire ça. Par contre, on agit au service client. Ils ignoraient qu'on faisait ça. Pourtant, les gens aimeraient le savoir. Je leur dirai dès le début.
Et donc, cela crée simplement plus de cohérence entre tous les niveaux ou tous les départements de l'entreprise. Ainsi, tu as un fil conducteur, une expérience fluide pour les clients entre les attentes fixées et les attentes tenues. Ce qui est évaluer. C'est-à-dire évaluer quelle partie de cet appel tu peux appliquer à ton département. Donc, si tu es au marketing, qu'as-tu appris ici? Comment cet appel peut-il améliorer ton marketing? Y a-t-il des infos ou de nouveaux détails sur le client à exploiter qui ne figurent pas dans ta communication actuelle? En ce qui concerne les ventes, est-ce qu'on suit le script? Est-ce qu'on ne suit pas le script? Est-ce qu'on promet trop ou pas assez? Concernant le service client, dit-on des choses lors de la vente qui ne sont pas reprises lors de l'onboarding ou du coaching? Promettent-ils des choses que nous ne pouvons pas livrer? C'est donc cela que tu vas évaluer. Ainsi, chaque personne, en utilisant la procédure opérationnelle jointe ci-dessous, pourra évaluer l'impact sur son département. Qu'allez-vous faire après cet appel? Sans changement de comportement, regarder cet appel ne sert strictement à rien. La question est donc, qu'est-ce que vous allez faire pour vous améliorer après l'avoir visionné? Cela nous amène donc à l'analyse. Que pouvons-nous faire pour chacun de nos départements? N'est-ce pas? On a donc toutes ces options. Quelle est la seule chose que chacun va faire? Et puis la dernière étape, c'est décider sur quoi tu vas agir dans les 7 prochains jours avant la prochaine analyse vidéo. Si tu fais ça, je te promets que c'est l'un des appels les plus précieux que tu puisses intégrer dans ton entreprise. Car la plupart des gens, à ce stade de leur entreprise, agissent en silo. Donc ce vers quoi vous devez tendre, c'est devenir une équipe d'équipe. La seule façon de devenir une équipe d'équipe, c'est que vous partagiez tous l'information. Je le dis souvent, tu n'es pas juste un chef des ventes ou du service client. Tu es un leader de l'entreprise qui se trouve être en charge des ventes ou du service client. Tu dois comprendre comment fonctionnent les autres départements. Sinon, tu décideras pour ton seul département nuisant aux autres. Cet appel est donc crucial pour relier tous les services. L'accent est juste mis sur les ventes. Le service client s'inspire aussi des succès commerciaux. En voyant un vendeur gérer les objections, ils adoptent ces méthodes pour leurs propres échanges. Ils se disent « voilà la solution » ou « aucune idée ». Les marketeurs voient alors ce problème en vente et se disent « je vais l'utiliser en accroche ». On t'a pas dit. Ils ont tous ce problème. On faisait de la pub avec une accroche, mais en vrai, il y a une accroche bien plus douloureuse que beaucoup de bons clients évoquent. Ça crée énormément de transparence dans l'entreprise. Et franchement, au début, c'était quelque chose dont je n'étais pas fan. Leila a dit « Tu veux vraiment réunir 4 départements sur un seul appel régulièrement ?» Ça me paraît énorme. Tu penses au coût par personne, par heure, tu te dis « Oh mon Dieu, cet appel coûte 10 000 $. Mais on a clairement gagné bien plus de 10 000 $ grâce à ça. Et je veux vraiment insister sur ce que Leila a dit, à savoir que tu le fais 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Si tu es en mode alerte rouge, c'est qu'il y a un problème. Mais tu peux passer à 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines et ça ira. Et si tu arrives, disons, à 1 fois toutes les 2 semaines, alors tu fais un appel de vente et un appel de service client et voilà ton mois. C'est ça. Donc, tu peux espacer les réunions à mesure qu'il y a moins de problèmes. Le dernier point ici, c'est le suivi du NPS, du CSAT ou du taux de remboursement jusqu'au commercial concerné. Et tu verras très vite que tes remboursements viennent probablement d'un ou 2 commerciaux et ça va te rendre fou. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ça se résume à l'une de ces choses. Soit ils fixent de mauvaises attentes, soit ils promettent trop. Donc le terme courant pour ça, c'est qu'ils vendent à chaud. En gros, c'est une façon polie de dire qu'ils mentent. Donc tu veux minimiser ça ou l'éliminer complètement. Évidemment, énoncer les faits et dire la vérité a toujours été notre règle numéro 1 en marketing et en vente. Si tu demandes à n'importe qui ici, c'est quoi la règle? C'est la règle. Et si la vérité n'est pas assez convaincante, change la réalité pour qu'elle le soit, tout simplement. C'est ainsi que fonctionne la vente. Désormais, des clients aux attentes irréalistes achètent et remboursement ou soucis de batterie s'accumulent. Nous créons donc des VSL pour standardiser les processus et augmenter la conversion. Nous instaurons aussi des analyses vidéo hebdomadaires pour favoriser l'apprentissage entre tous les départements. On assure ainsi la qualité et accélère les retours pour corriger les problèmes. On suit alors le taux de remboursement NPSC par commercial pour cibler le souci. Si le taux est élevé, c'est parfois dû à une seule personne quand le reste de l'équipe assure. On cible alors précisément quoi corriger. Une de nos entreprises était à ce stade de productisation, devant créer et vendre un second produit haut de gamme. C'était une société de services grand public. Ils n'avaient aucune offre complémentaire pour leurs clients. On a alors décidé d'en faire une entreprise SaaS. On a donc tout mis en place. Nous avons créé des supports pour la nouvelle offre, augmenté nos investissements publicitaires et affiné le profil client idéal. En promouvant en interne pour évoluer, nous avons lancé leur trajectoire de croissance exceptionnelle des 2 dernières années.
Nous avons pu doubler la valeur vie client par client. Elle a encore grimpé de 50% après ce doublement. Ils ont désormais un revenu annuel récurrent de plus de 100 millions de dollars en tant qu'éditeur de logiciels. Cette entreprise est donc évaluée prudemment à 350 millions de dollars, voire 500 ou 600 millions selon l'acheteur. Une création de valeur massive en peu de temps, possible grâce à la priorité donnée aux quelques éléments essentiels. Et cela n'a été possible qu'en créant ce second back-end, cette deuxième offre packagée qui a permis toute cette montée en puissance. Si vous voulez notre aide pour l'étape suivante, nous l'avons déjà fait souvent. Sans feuille de route pour votre croissance, cliquez sous la vidéo pour obtenir la vôtre. Mais si vous en avez déjà une et vous dites « Vous savez quoi? J'aimerais des conseils plus personnalisés et spécifiques à mon secteur pour ma boîte », je vous invite à participer à un atelier que nous organisons ici à Vegas chez acquisition.com. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer quelque part autour de cette vidéo ou au-dessus, là où il est indiqué « Postuler pour voir si vous êtes éligible à notre atelier ». Et si c'est le cas, j'ai hâte de vous rencontrer. Et cela nous amène au service client. Voilà. Le service client incite vos clients à rester fidèles, à recommander et à racheter. Pourtant, ils arrivent avec des attentes irréalistes et reçoivent des réponses incohérentes selon l'interlocuteur. S'ils parlent à quelqu'un d'autre, ils obtiennent des réponses différentes. Pour améliorer cela, créez un guide de service client pour former votre équipe à répondre de la même manière. Vous allez également analyser les échanges chaque semaine et définir un parcours d'évolution client. À quoi cela ressemble-t-il lorsqu'il s'agit de créer un guide de service client? D'accord. En fait, je veux simplifier un peu les choses pour vous. C'est plus simple que ça en a l'air. Premièrement, nous voulons catégoriser toutes ces questions. En ce moment, vos agents sont submergés par les clients. Ils répètent sans cesse « On reçoit trop de demandes et le volume est trop élevé. Nous devons embaucher plus de monde. » D'accord. Avant cela, faites ceci. Regroupez les questions des clients en 5 catégories. Il y a toujours 3 à 5 catégories couvrant l'essentiel des demandes. Oui, y en a-t-il des aléatoires hors catégorie? Bien sûr. Mais en général, il y a 3 à 5 catégories qui reçoivent le plus de questions. D'accord. Donc, par exemple, ça pourrait être « Je veux changer de voiture »,« Je dois changer d'adresse ». Si c'est un produit physique, « Je veux une autre saveur ou fréquence », que vous m'envoyez ça chaque mois ou que je veuille ajuster la quantité reçue. C'est ça. Voilà donc quelques exemples de catégories. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est, une fois que vous avez ces 5 catégories, votre playbook de service client sera constitué des réponses types aux questions les plus fréquentes dans ces catégories. Et donc, la façon d'obtenir de la cohérence, c'est exactement comme pour obtenir des ventes régulières. En mettant en place un script, vous obtenez des ventes régulières. Vous obtenez un service client cohérent en mettant en place des modèles de réponse. La façon la plus courante de faire cela, c'est de créer, que ce soit des modèles d'email, un cadre de contrôle qualité, peu importe la manière dont vous répondez, que ce soit via Intercom, par email ou via un système de tickets, il est très facile de disposer de ressources où ils peuvent prendre ces modèles et les compléter avec le nom de la personne, avec son problème. Mais l'essentiel du contenu est déjà là. Ainsi, au moins, nous savons qu'ils répondent aux mêmes questions avec les mêmes réponses. Ensuite, il faut s'assurer que les gens puissent agir sans avoir à solliciter leur manager pour chaque petite chose. Exactement. Nous voulons créer 4 actions qu'un représentant peut entreprendre pour surpasser les attentes, ravir le client et créer des fans inconditionnels. Voici donc à quoi ressemble la roue d'autonomisation des employés. Avec une roue d'autonomisation, vous créez ces actions. Qu'est-ce que ça veut dire dans la couleur foncée? Certaines choses nécessitent une approbation. Par exemple, un agent client pour un contrat, un souci juridique, une décision majeure ou réglementaire, n'est-ce pas? Alors que de ce côté, nous avons des choses mineures sur lesquelles ils peuvent agir et nous leur donnons le pouvoir de les résoudre à leur manière. Et nous créons des modèles pour savoir comment résoudre ces problèmes. Donc, si quelqu'un a un souci de communication, s'il s'agit d'un échange direct avec un client, s'il doit prendre une décision opérationnelle mineure, s'il y a un problème de crédit ou de remboursement, s'il s'agit d'offrir une remise ou un bonus, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons lui donner le pouvoir d'agir pour ravir le client. À ce stade, nous ne voulons pas simplement le playbook du service client avec les modèles. On veut donner à l'équipe le pouvoir de surpasser les attentes et d'enchanter le client pour créer des fans inconditionnels tout en précisant leur marge de manœuvre. Si quelqu'un demande un remboursement de 20 000 $, c'est une décision que vous voudrez laisser aux responsables. Mais on pourrait dire qu'ils peuvent prendre n'importe quelle décision jusqu'à 2 000 $ pour satisfaire le client. Prenons l'exemple du Ritz-Carlton et chaque employé y dispose de 2 000 $ par client, par jour pour surpasser les attentes s'ils commettent une erreur. Et ensuite, ils ont des options. Voici 5 façons dont vous pouvez utiliser ces 2 000 $ pour ravir un client.
Et donc, par exemple, dans notre dernière entreprise, si on faisait une erreur, nous avions bien sûr la possibilité de rembourser un client mécontent jusqu'à un certain montant sans l'accord du manager. Pourtant, la plupart des gens ne veulent pas de remboursement. Ils veulent une correction, pas de remboursement, et obtenir ce qui était prévu au départ, non? Ils veulent votre offre, seul le résultat compte. On a donc ajouté une mise à niveau gratuite. C'était l'une des options. Une autre option permettait d'offrir du temps avec un coach senior. C'était l'une des offres. On pouvait aussi envoyer un cadeau personnalisé d'une valeur allant jusqu'à 1 000 $ sans autorisation préalable. Voici 3 options données à nos représentants dans leur roue d'autonomisation afin d'agir. Ils pouvaient prendre des initiatives pour ravir le client. La dernière partie, c'est le parcours d'ascension. D'accord. Alors, avec un nouveau produit, créez un parcours d'ascension clair. Et concrètement, cela signifie comprendre à quel moment vous allez proposer au client l'étape suivante. D'accord. Voici ce que nous avons découvert. Tout le monde demande toujours: quand dois-je orienter le client? Écoutez, chacun est prêt à un moment différent. Certains sont dans une frénésie d'achat et veulent acheter aussitôt le produit suivant après le premier. C'est un peu comme quand je fais du shopping. Ce n'est pas parce que j'ai acheté un manteau chez Chanel que j'en veux 4 de plus. J'en prends 4, j'ai l'impression de déjà dépenser. Autant continuer à dépenser, non? Sinon, ça arrive sous 24 à 48 heures. Ils arrivent, font l'intégration avec vous, ou reçoivent la première, livraison de la valeur, n'est-ce pas? Et là, ils se disent: waouh, c'est génial, je suis enthousiaste. Je n'ai pas encore le résultat, mais je le suis. Et là, ils veulent acheter la suite, car ils se disent: je suis déjà impressionné. Dans les premières 48 heures, pourquoi ne pas les inciter à racheter? Proposez-leur une montée en gamme ou une offre spéciale exclusive pour leur fidélité. L'autre moment, c'est quand ils obtiennent leur première grande réussite. C'est comme s'ils vous disaient à quel point ils apprécient le service de Proctora. Ils laissent un témoignage, ils récupèrent leur investissement. Par exemple, en B2B, comme avec Gym Launch, quand les clients récupéraient leurs 16 000 $, c'était leur grande réussite. C'est le moment idéal pour les faire monter en gamme. Et puis, les 2 derniers moments sont le point à mi-parcours. Lorsqu'un client est à la moitié du produit ou service, c'est le moment idéal pour proposer une montée en gamme ou une vente additionnelle. Enfin, il ne vous reste plus qu'à tenter votre ultime opportunité, votre toute dernière chance. Comme on a essayé à chaque occasion, vous ne l'avez pas saisi. Et on va tenter un dernier coup de poker, n'est-ce pas? On a fait un truc super avec Gym Walked, notre ultime essai pour attirer les clients dans notre programme de niveau supérieur, facturé de 35 à 50 000 $ par an. On envoyait ce vieux paquet d'emails à l'ancienne. C'était une enveloppe zébrée très voyante et elle était toute bosselée. Il y avait des choses dedans. Dès qu'il l'ouvrait pour en verser le contenu, il y avait juste une tonne d'élastique. Il y avait 2 lettres. La première indiquait à ouvrir d'abord, la seconde à ouvrir ensuite. Ils ont donc ouvert la première. J'ai toujours voulu recréer ce sentiment de recevoir de l'argent pour son anniversaire ou pour le nouvel an chinois, tu vois. Ils ouvraient la carte et il y avait un billet de 100 $ dedans. Et donc, on lisait dans la lettre: à ce stade, vous avez déjà récupéré autant. J'espère que l'expérience vous plaît. On a du mal, en tant qu'entrepreneur, à s'arrêter pour savourer les petits plaisirs de la vie. Alors j'aimerais vous inviter à dîner. Et même si je ne peux pas, vous savez, être là physiquement avec vous, aller dans un bon restaurant près de chez vous, célébrer ce qui s'est passé. Vous savez, les premiers verres et les entrées sont pour moi, peu importe. Et vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez tous ces élastiques. Alors, l'histoire, c'est que Pablo Escobar a fini par se faire attraper. Et ils analysaient ses finances. Et il y avait cette ligne dans les comptes qui disait « élastique pour 4 000 $ chaque semaine ». Et il se demandait, c'est quoi ces élastiques? Quel est le code du trafic humain? C'est quoi? Alors il a éclaté de rire et il a dit, non, ce sont juste des élastiques. Ils ont demandé, pourquoi? Il a répondu, pour tout l'argent liquide. Et donc, un sachet d'élastique coûte environ 2 $, chacun servant à entourer des liasses. Et il achetait pour 4 000 $ d'élastiques chaque semaine. La raison pour laquelle j'avais mis ces élastiques dans la lettre, c'était pour dire, pour ce qui arrive dans la prochaine, vous allez en avoir besoin. Alors, ils ont ouvert la deuxième lettre au restaurant, contenant une vidéo personnalisée faite pour eux qu'ils ont regardée ensemble. Après un verre de vin et le dîner, cela servait d'appel à l'action pour passer au niveau d'ascension suivant. L'idée est de s'investir à chaque essai. Beaucoup d'entrepreneurs ne font pas évoluer leurs clients, non pas parce que ceux-ci le refusent, mais parce qu'ils leur demandent quand ils ne sont pas prêts. Vous pouvez demander jusqu'à 5 fois à un client de monter en gamme et la plupart des gens ne le font qu'à un seul moment. Construisez donc le parcours d'ascension pour que votre équipe sache que nous posons la question à chaque étape. Maintenant, je vais dire une chose. Vous devez avoir des indicateurs avancés pour savoir quand demander à un client.
Et donc, ce qui accompagnera chacune de ces étapes, c'est l'immédiateté, n'est-ce pas? Comment savoir s'il faut proposer l'offre de suite? S'ils disent vouloir le produit suivant lors de l'appel, vous vous dites « Tiens, ils veulent sûrement cette offre ». Après leur premier succès, ils disent souvent « J'aurais dû travailler avec vous plus tôt ». Ils laissent même parfois un témoignage incroyable. Et nous savons qu'ils ont récupéré leur investissement. Vous pouvez relier des indicateurs avancés à tout cela. Chez Gymlaunch, nous devions nous assurer que ces personnes généraient un certain montant net par mois pour qu'elles soient éligibles à une vente d'ascension à mi-parcours, car nous savions alors qu'elles pourraient se permettre l'investissement nécessaire. J'ai donc résumé les ascensions et tout type de vente additionnelle en 3 éléments. Bon produit, bon moment, bonne manière. Si quelqu'un n'achète pas, c'est que l'offre est proposée au mauvais moment, porte sur la mauvaise chose ou a été faite d'une manière déplaisante. Et donc, selon moi, pour avoir mis en place de nombreux processus de vente, la plupart du temps, les ventes échouent parce que vous n'avez en réalité pas vraiment essayé. Et ce que je veux dire par là, c'est « rendez ça cool ». Tu vois ce que je veux dire? Comme ce truc avec l'élastique, je me suis demandé quel serait le truc le plus cool auquel je pourrais penser. Beaucoup de chefs d'entreprise sont paresseux et obtiennent des résultats en conséquence. Alors ce n'est pas surprenant. Si j'ai 5 opportunités devant moi, je ne vais pas juste poser la question 5 fois, mais la poser de manière différente à chaque fois. Peut-être proposer une incitation différente associée à cela, plus pertinente pour cette période ou leurs problèmes actuels. On pourrait essayer un autre angle d'accroche, car vous n'avez peut-être pas réagi à la première proposition. On présente alors le même produit d'une manière différente, et c'est là qu'ils se disent « Oh, je ne savais pas ça. Je croyais que c'était tout. Puis on a ajouté ça. Je pense que ça t'aidera. » Alors, on veut être un peu comme un Rubik's Cube, prêt à changer de face selon l'endroit où se trouve le client dans son parcours avec l'entreprise. Et donc, j'insiste là-dessus, rendez ça cool, tu vois ce que je veux dire. Faites-en une offre tellement bonne qu'ils se sentiraient idiots de dire non et ils seront moins nombreux à le faire. Donc ça, c'est le service client. Les clients arrivaient avec des attentes démesurées et recevaient des réponses incohérentes. Passez au niveau supérieur avec un manuel de service pour unifier l'équipe. Faites des revues de bande et créez un parcours client clair. Enfin, optimisez l'informatique pour la gestion et l'analyse de vos données. Le souci est que les employés utilisent leur matériel et leur logiciel personnel, ce qui est problématique quand ils partent. Il n'y a aucun suivi des prospects et des clients de votre entreprise. Donc, pour passer au niveau supérieur, l'entreprise doit fournir du matériel et des logiciels professionnels. Il vous faut également un tableau de bord et un système de reporting. D'accord, à quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à fournir du matériel informatique de l'entreprise. Bon, voilà le truc. J'ai appris ça dans ma première entreprise. Il ne faut pas lésiner. Si ce que vous leur donnez, c'est genre un truc pourri, vous voyez, je ne sais même pas ce que vous utilisez, peut-être T-Mobile ou autre. Je n'ai que Verizon, donc je n'en sais rien. C'est quoi un mauvais service? On peut avoir un mauvais téléphone, un mauvais service, une mauvaise connexion, un ordinateur lent ou un manque de mémoire vive. Tout cela nuit à leur productivité. Et le truc, c'est qu'ils ne les utiliseront pas si leurs appareils personnels sont meilleurs, plus rapides et plus récents. Donc, ne soyez pas radins. Investissez dans leurs outils de travail. Il suffit d'avoir des politiques très strictes à ce sujet. Vous récupérez ces équipements s'ils partent. S'ils les endommagent, délimitez les responsabilités de chacun et assurez tout votre matériel. Le manuel de l'employé doit exiger la restitution du matériel en cas de départ. Juste pour vous donner une incitation financière à ce sujet. Si vous pensez, par exemple, que quelqu'un, si vous avez un ordinateur, comme leur ordinateur personnel par rapport à un ordinateur professionnel, aurait 2 fois plus de vitesse d'envoi ou de téléchargement, ou que ce serait le cas dans un département média. Si vous avez un commercial qui a une mauvaise connexion, et s'il avait du matériel ou un service amélioré, il aurait beaucoup moins d'appels coupés. Un très bon ordinateur portable, un téléphone et tout le reste pourrait me coûter 2 ou 3 000 $, non? Et pour un commercial, vous rentabilisez littéralement cet investissement avec une seule vente par an. Donc, ça n'a presque aucun sens de ne pas le faire. Et c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Je suis le plus économe de nous deux. Donc, je me dis, ils peuvent utiliser un pigeon voyageur. Tu sais, ils peuvent envoyer du courrier. Ils utilisent des endroits de premier prix. Mais au final, c'est moi qui y ai perdu globalement. Donc, il vaut mieux faire un investissement un peu plus élevé à court terme pour en tirer beaucoup plus sur le long terme. Il y a aussi un côté cool. Genre, tu décroches un nouveau job, tu as du nouveau matos. C'est comme si on avait un moment wow. Tout comme pour les clients, crée ce moment pour ton équipe. Pour 100 000 $ donnés à l'employé, tu n'en dépenses que 2 000, soit 2% de son salaire. Est-ce qu'on peut obtenir leur adhésion juste parce qu'ils trouvent ça cool? Ça booste leur productivité de 2%? S'ils prennent plus de plaisir au PC, ils bosseront plus.
Et je dirais aussi, si jamais quelqu'un est parti avec, qu'il s'agisse de vos procédures, données clients ou vidéos sans originaux. S'ils disparaissent, vous perdez tout. Il faut posséder ces actifs, car ce sont de vrais investissements. Les produits de leur travail appartiennent à l'entreprise, non seulement le matériel, mais aussi tout ce qu'ils y produisent. Ces modèles complexes qu'ils ont créés restent sur l'ordinateur et finissent par disparaître. C'est perdu. En informatique, les gens utilisent leurs propres outils. Pour l'étape suivante, nous voulons leur fournir leur matériel. Donc ensuite, nous passons au recrutement. Le recrutement consiste à recruter des collaborateurs pour votre entreprise. Actuellement, vous peinez à trouver des managers ou des profils seniors. Pour progresser, privilégiez donc des promotions internes réfléchies. Plutôt que de vous contenter de ce que nous allons appeler le principe de Peter, et vous voulez favoriser le parrainage pour que vos coûts d'acquisition de talent restent bas. D'accord, je vais expliquer. Le principe de Peter est le fait que les gens sont promus jusqu'à leur niveau d'incompétence. Souvent, on finit par promouvoir des gens par simple facilité. Car vous vous dites, qui d'autre pourrait convenir et je ne sais pas comment dénicher les personnes pour ce poste. En conséquence, vous vous retrouvez avec de mauvais managers. Votre entreprise perd en efficacité car ces personnes sont souvent inexpérimentées ou incompétentes, voire les deux. Vous promouvez ainsi des personnes qui manquent d'expérience et sont inadaptées à ce rôle de gestion. Cela dégrade l'entreprise, que ce soit en vente, service client ou finance, tout en pâtira. Ainsi, le département pâtira toujours de l'incompétence ou l'inexpérience de la personne. Et vous perdez deux fois dans ce cas-là. D'abord, vous perdez un contributeur individuel qui était vraiment très bon, et par la suite, il se retrouve dans une nouvelle fonction où il est particulièrement inefficace en tant que manager. Perdre un contributeur avec un manager incompétent fait que tout le monde décline. C'est un double préjudice pour vous. Voici donc ce que vous devez faire pour vous protéger contre cela, d'accord? Faites passer à vos collaborateurs le processus d'embauche habituel pour voir s'ils seraient même recrutés s'ils venaient de l'extérieur. C'est la première chose que vous pouvez faire, car le processus nous protège de nos émotions, d'accord? La deuxième chose, c'est de leur demander de préparer l'entretien pour le poste comme d'habitude. Souvent, vous vous lancez en vous disant qu'ils suivront le processus, mais en réalité, on ne leur pose pas les mêmes questions ni ne les évalue comme les autres. Vous devez vous assurer de les traiter exactement comme un candidat venant de l'extérieur. Ou, si vous la jugez prête pour ce poste, vous pouvez mettre en place une période d'essai, essayer avant d'acheter. Ce que cela signifie, c'est de leur donner essentiellement 60 à 90 jours pour essayer le poste. Par exemple, vous dites, « Eh bien, tu sais quoi? Tu es Customer Success Manager et tu veux devenir directeur du service client. Alors, je vais te donner un essai de 60 jours. Pendant cet essai de 60 jours, je vais définir les étapes clés et ce que tu dois accomplir pour réussir. Réfléchis donc essentiellement à ceci. Si tu recrutais quelqu'un pour ce poste, que ferait-il pendant les 60 à 90 premiers jours? C'est un excellent point de référence pour l'essai car vous vérifiez essentiellement s'ils peuvent faire le travail. J'aime cette approche car si j'ai confiance en quelqu'un qui aime apprendre et évoluer, c'est une façon d'investir en lui et de lui donner sa chance. Au pire, il repart avec plus de compétences, même s'il n'obtient pas le poste. Au mieux, il gagne en compétences et obtient le poste. Et la façon de mesurer cela, c'est par toi-même. Prends la description du poste qu'ils veulent obtenir et surligne-la simplement. Rouge, jaune, vert. Voici là où tu es nul, rouge. Voici là où tu es moyen, jaune. Voici là où tu es excellent, vert. À partir de là, tu peux leur dire « Super, à la fin de l'essai, tout doit être vert pour obtenir le poste. » C'est aussi simple et objectif que ça. Et tu peux alors organiser des points de suivi chaque semaine ou toutes les 2 semaines pour discuter des progrès vers cet objectif. Testez avant d'acheter. Dans tous les cas, suivez le processus d'entretien habituel ou faites un essai avant de vous engager. Ainsi, vous restez objectif, pas subjectif. Ne mets pas des gens dans un poste par commodité. Fais-le de façon intentionnelle. Et tu dois le faire en mettant ces processus en place. Maintenant, la dernière chose que je dirais, c'est que lorsque tu essayes d'avoir de meilleures personnes à des postes de management, tu vois, et que tu essayes d'avoir de meilleures personnes en général, concentre-toi sur les recommandations d'employés. D'accord? C'est ça qui est fou. Les personnes recommandées par un collègue restent 70% plus longtemps dans l'entreprise. Et tout comme augmenter la valeur vie client est, en quelque sorte, l'objectif de la plupart des entreprises. Comment booster la LTV? En l'augmentant, tout devient plus simple. On peut dépenser plus d'argent et toutes ces autres choses. C'est pareil pour les employés. En les fidélisant, tu peux investir davantage dans le matériel et les logiciels, dans les rencontres entre employés, ainsi que dans leur formation.
Tu peux investir davantage dans tout cela si tes collaborateurs restent grâce aux recommandations reçues. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a le CAC, mais aussi le CAT, n'est-ce pas? C'est-à-dire le coût d'acquisition de talent. Et donc, si les gens recommandent, ça change tout. Pensez-y ainsi. Combien paierais-tu une agence pour recruter quelqu'un pour ton entreprise? En général, une agence prend 20 du salaire. Si tu recrutes quelqu'un à 80 000 par an, tu devras payer environ 16 000 ou 17 000 à cette agence pour trouver ce profil. Eh bien, ne pourrais-tu pas prendre la moitié de cette somme et la donner à ton équipe pour une recommandation? Sérieusement. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que dans notre première entreprise, nous avons payé 2 000 à un employé pour une recommandation. Maintenant, on paye 5 000 par recommandation. L'effort des employés a bondi car, imaginez, s'ils recommandent 5 personnes, ça fait 25 000 $. C'est énorme. Cela pourrait représenter un tiers, voire même la moitié du salaire annuel de quelqu'un ici. C'est vraiment crucial. Pour obtenir des recommandations, assurez-vous que les employés y soient incités. Regardez donc ce qu'il en coûte pour recruter un talent, puis dites-vous, je peux payer jusqu'à ce montant pour acquérir un nouveau talent. Un ami avait un cabinet d'assurance et il stagnait depuis quelques années. Son modèle était un modèle de courtier-agent, donc tout reposait sur le nombre d'employés. Combien d'agents pouvait-il recruter dans son entreprise? Il s'est alors rendu compte du fait qu'un courtier productif lui rapportait 250 000 $ par an. Toute son entreprise a changé quand il a décidé de donner 10% de la somme la première année pour recruter. Il a simplement différé le moment du versement jusqu'à ce que la personne devienne productive. Il a alors offert 25 000 $ pour chaque agent recruté, car il se disait « Je paierais volontiers 25 000 $ pour en toucher 250 000 ». Donc, si vous avez un poste générant du chiffre d'affaires en particulier et que vous savez ce que ce poste doit accomplir une fois productif, c'est le même ratio LTV sur CAC que pour un client. C'est littéralement un réinvestissement dans l'entreprise avec un retour attendu. C'est l'un des moyens les plus sous-exploités de croître, payer toute l'équipe. L'autre avantage, Leila l'a mentionné, car les personnes recommandées restent plus longtemps, c'est deviner ce qu'elles font d'autre. C'est que vous avez un champion interne qui veut que son ami réussisse. Ils profitent donc de l'effort discrétionnaire de leur parrain, qui veut les voir productifs d'ici 90 jours pour toucher sa prime. C'est tout à fait ça, ils ne recommandent que les profils les plus intelligents. Ils se disent « pas de traînard, je bosse avec lui ». Ils ne recrutent donc que les meilleurs et redoublent d'efforts pour être productifs. Cela les poussera à franchir cette barre plus haute pour une récompense plus grande. Tout le monde y gagne et vous n'avez rien à débourser, évitant de payer ces cabinets de recrutement. Vous gardez l'argent dans la famille. Et par famille, j'entends l'équipe. En ce qui concerne le recrutement, nous avons du mal à trouver des cadres et des managers. C'est pourquoi, pour évoluer, il faut promouvoir en interne et encourager les recommandations. Cela nous amène aux ressources humaines. Elles servent à réduire les risques de poursuite par les régulateurs ou les employés. Passionnant. La contrainte à ce stade, c'est que vous licenciez des gens de manière incorrecte. Vous êtes donc exposé. La plupart des gens pensent savoir comment embaucher, mais ils ont vraiment du mal à savoir comment licencier. C'est ainsi. Donc, pour évoluer, vous devez créer une politique et un processus de licenciement. D'accord, à quoi cela ressemble-t-il? Il y a plusieurs éléments. Je vais joindre des SOP ci-dessous. Je pense que bien licencier est l'une des choses les plus importantes pour une entreprise, tant pour le risque que pour la culture. Réfléchissez-y de cette façon. Il y a le risque d'être poursuivi pour licenciement abusif ou non réglementaire. Il y a aussi le risque de nuire à la culture d'entreprise si vous licenciez sans processus. En agissant de façon imprévisible, votre équipe pensera que vous le faites juste quand ça vous chante. Qui voudrait rester dans votre équipe? Probablement personne. Ils s'inquiéteront voyant ce type comme incontrôlable. On ne sait jamais quand Sally ou Jerry va partir, n'est-ce pas? Alors voici ce à quoi vous devez réfléchir. Premièrement, bien licencier. Le licenciement ne devrait jamais être une surprise pour les gens. D'accord? La plupart du temps, licencier quelqu'un n'est pas une surprise. Les derniers le savaient en se connectant à l'appel. Ils disaient « je m'en doutais ». On en avait parlé la semaine d'avant. Vous savez, si ça continue une semaine de plus avec ce problème, ça ne va pas marcher. Il va falloir que vous cherchiez un autre emploi. En appel, ils disent de chercher ailleurs. Et moi, je dis oui, cherche un autre emploi. L'idée est d'en arriver au point où ce n'est pas une surprise. Les gens se disent « je ne veux pas leur faire de la peine. Je ne veux pas. » OK, eh bien, soit vous leur faites de la peine et ils peuvent garder leur emploi parce qu'ils savent ce qu'ils font mal. Ou alors vous leur faites de la peine. Quand vous licenciez quelqu'un qui ignore pourquoi vous le laissez partir, il est essentiel de s'assurer d'être très explicite sur ce qu'il fait mal et s'il risque son poste actuel avant le licenciement.
En procédant ainsi, cela vous dédouane totalement de la raison de son renvoi. La plupart du temps, les gens viennent me voir et me disent « Leila, comment savoir si je dois licencier mon ami? C'est un signal d'alarme? Ton ami sait-il que tu penses qu'il devrait être licencié? S'il l'ignore, c'est toi le problème. S'ils ne savent pas que c'est grave, le souci vient de toi. Tu dois donc t'éliminer comme option. Il faut donner plus que ce que tu voudrais offrir à cette personne. Fournis-lui toutes les ressources, explique sa situation. Es-tu rouge, jaune ou vert? Écoute, là, tu es jaune. Ça peut passer au vert ou au rouge. J'aimerais que ce soit vert, mais ça risque de virer au rouge si ça continue. Comment te remettre sur la bonne voie pour rester au vert? Un langage simple comme ça fonctionne vraiment bien quand tu as ce genre de conversation. Explique-leur où tu en es, qu'ils peuvent réussir et que tu vas les aider. Il faut préciser que cela ne doit pas être une surprise pour eux. Tu veux t'éliminer toi-même comme option parce que voilà le truc. Tu pourrais mal licencier des gens toute la journée, mais personne ne te licenciera. Si c'est toi le problème, tu es le seul à pouvoir le résoudre. Alors, élimine-toi comme option. Maintenant, si tu as déterminé, d'accord, cette personne pose problème. Elle ne correspond pas à la culture, manque de compétences ou de motivation. Et je leur ai dit où ils en sont. Ils sont jaunes, ils ne s'améliorent pas, ils sont même en train de devenir rouges. Parlons de quand il faut licencier cette personne, ce qui veut dire qu'il faut se préparer à l'avance. Nous voulons veiller à ce qu'un licenciement perturbe le moins possible le reste de l'entreprise. C'est simple, la plupart des gens repoussent ce moment. Ils se disent mais que ça va devoir prendre des mois. La plupart du temps, cela signifie que vous licenciez cette personne au moment où cela ne perturbera pas le reste de l'équipe parce que vous vous êtes préparé à l'avance. Vous avez décidé, d'accord, je vais licencier ce représentant du service client, n'est-ce pas? Je dois licencier Sarah lundi. J'ai donc calculé que les 4 autres représentants peuvent absorber chacun 15% de charges en plus. Mon tableau Excel est prêt avec la répartition des clients par représentant. Voici aussi ces autres tâches habituelles. Et voici à qui elles vont être attribuées. Et voici ce que je vais prendre en charge moi-même. Donc, à l'avance, vous déterminez comment vous allez répartir les responsabilités avant de laisser partir quelqu'un. Et ensuite, vous licenciez quelqu'un à un moment qui ne perturbe pas le travail des autres. Si votre équipe est novice, faites-le juste avant une réunion avec eux. Comme ça, vous pouvez appeler pour dire « Et je veux vous expliquer ce qui vient de se passer. » Expliquons ce qui s'est passé. Évitez cela juste avant une grosse journée de vente pour l'équipe commerciale. Par exemple, si vous licenciez un vendeur, faites-le en fin de journée. Sinon, les gens se demanderont ce qui se passe. Il faut laisser le temps de digérer l'information car ce sera difficile pour les équipes moins expérimentées. Si je renvoie quelqu'un de très apprécié, je sais que ça les marquera toute la journée. Ça va perturber leur travail. Alors, je ferai ça en fin de journée et je vais prévoir 2 heures pour répondre à leurs questions. Le dernier point est comment licencier quelqu'un. Après avoir planifié la relève, une fois passé à l'acte, un script est joint à la procédure opérationnelle standard ci-dessous. Ensuite, réglez les derniers détails. Dites-leur « Je vous enverrai un email détaillant votre dernier salaire, votre indemnité de départ, vos avantages et la restitution de votre ordinateur. » Donc, si vous savez quand licencier une personne afin de ne pas perturber le reste de l'organisation, et si vous le faites de manière objective plutôt que personnelle, vous mènerez ce processus à bien et vous vous protégerez contre les risques, tant pour la conformité que pour la culture de votre entreprise. J'ajouterai aussi 3 raisons. L'adéquation à la culture, des compétences et de la volonté. Si quelqu'un manque de compétences ou de volonté, heureusement, en vérifiant leur couverture, on voit qu'au final, ils font peu de choses. Souvent, face à quelqu'un dont on veut se séparer, on se dit « je ne sais pas ce qui va se passer ». On s'en sépare et il ne se passe rien, c'est plus souvent le cas qu'autrement. Les seules fois où l'on peut vraiment le ressentir, à mon avis, c'est quand on a quelqu'un qui est vraiment efficace, mais qui ne correspond pas à la culture et qui est en quelque sorte un cancer pour l'équipe. Ce sont des cas nettement plus rares que les 2 autres. Et donc, je voudrais simplement vous dire ceci. Beaucoup de gens gardent ces personnes-là pendant très longtemps simplement parce qu'ils sont des mauviettes et qu'ils ne veulent pas avoir une seule conversation difficile avec la personne. Alors, s'il vous plaît, évitez cela parce que, tu vois, j'ai entendu quelqu'un dans la même conversation dire « Je dois me séparer de ce gars. Il ne fait rien. » Puis dire « Je ne peux pas le laisser partir car il faudrait tout remplacer. » Pourtant, tu dis qu'il ne fait rien. C'est juste une excuse pour éviter cette discussion difficile. Souvent, les gens évitent la conversation, pas ce qui suit. C'est pourquoi j'ai inclus la procédure standard, car je sais qu'il est dur d'avoir ces échanges. Crois-moi, après avoir fait ça pendant une décennie, je n'ai toujours pas hâte de licencier des gens. J'ai des sueurs. J'ai encore mal au ventre. Je passe encore la nuit d'avant sans dormir. Et je l'ai fait plus de fois que je ne l'admets.
Ce n'est pas comme si, soudainement, ça allait devenir plus facile grâce à une sorte de magie. Il n'y a pas de magie. Fais-le, c'est tout. Peur, anxiété, agacement, frustration. Tu le fais quand même. Je sais bien que tu te sens mal. Car pour certains, tu penses à quelqu'un là et tu te dis qu'ils ont une famille, ils ont tout ça. Oui, mais ils méritent d'aller là où ils ont un avenir. Chaque jour où tu gardes cette personne, tu la prives d'un avenir dans sa carrière. Donc en fait, tu protèges tes propres sentiments à court terme, mais tu nuis aux leurs à long terme. Tu les empêches en réalité de poursuivre la carrière qu'ils pourraient avoir ailleurs. Adoptons cette perspective, car garder quelqu'un sans avenir ne rend service à personne. Auparavant, les RH limitaient les gens de façon incorrecte. Nous avons donc créé des processus de licenciement, ce qui nous amène à la finance. Ta contrainte à ce stade est que tu n'as pas assez d'argent pour réinvestir. Pour la suite, tu établis un budget afin de pouvoir épargner pour les grosses dépenses. Tu établis alors des prévisions financières simples. Si cette tendance actuelle se poursuit à l'avenir, que ce soit en croissance ou en stagnation, à quoi s'attendre et comment se préparer. Puis, tu suis les déductions fiscales. Nous faisions donc de petites versions de tout cela. Maintenant, on fait une version un peu plus grande de tout ça. Très bien. Il faut donc penser aux grosses dépenses ou investissements à venir, comme les événements. Tu organises 2 grosses promotions annuelles. Tu anticipes tes achats de stock pour viser des économies d'échelle. En précommandant davantage pour réduire ton coût moyen, cela pèse sur ta trésorerie actuelle. Un besoin de matériel est possible. D'accord, si on atteint 1000 sorcières par jour sur cette machine, il nous faudra une autre machine. Si on arrive à 20 pelouses par jour, alors il nous faut une autre tondeuse. Si vous ouvrez un nouveau local ou une boutique, cela implique des dépenses ou des investissements. L'investissement augmente la production de l'entreprise. Les dépenses maintiennent simplement l'activité actuelle. Il faut donc évaluer le coût et le calendrier de ses besoins. Dès que tu as cette prévision pour ton projet sur les dates et le coût, demande-toi combien économiser par mois pour que tout se passe bien pour ta trésorerie. Ensuite, tu détermines tes gains au rythme actuel sur 6 à 12 mois. Puis, tu commences et la dernière étape, c'est que tu as des déductions fiscales. À mesure que tu as plus de dépenses et d'investissements, tu peux déduire de plus en plus de choses. C'est un avantage fiscal majeur d'être propriétaire d'une entreprise. C'est tout pour la partie finance. Le point essentiel ici, c'est que tu ignores combien réinvestir pour ta croissance et c'est nécessaire. Donc, on établit un budget et on économise pour les gros frais. On prévoit nos liquidités futures, puis enfin, on suit les dépenses. On fait donc des déductions pour éviter de se retrouver avec une facture fiscale trop élevée en fin d'année. À ce stade de productisation, il n'y avait absolument rien de nouveau à vendre car ton LTV-TAC était trop bas. Nous avons donc dû augmenter ce ratio LTV-CAC. Nous avons dû créer un deuxième produit. Pour passer à l'étape suivante, nous vendons ce produit premium à nos clients, tout en continuant de renforcer l'infrastructure au fil de notre croissance. Et donc, à ce stade, nous sommes passés de 10 à 19. Maintenant, on devrait être dans la fourchette de 20 à 50. On devient vraiment une vraie entreprise. On passe de la productisation après avoir créé le deuxième produit à l'optimisation. Si vous êtes nouveau ou si c'est votre première vidéo et que vous vous dites « Wow, c'est génial », eh bien, nous pouvons créer un plan personnalisé pour vous. Notre équipe d'acquisition et moi sommes experts fonctionnels. J'ai vu 3 milliardaires pour valider mon modèle. Ils m'ont dit « Mec, c'est hyper précis. C'est fou que tu donnes ça gratuitement. » Et donc, à l'intérieur, vous saurez exactement où vous en êtes sur la feuille de route. Ce que vous devez faire à ce niveau, ce que vous deviez faire au niveau précédent que vous pouvez cocher et valider, et ensuite les choses pour lesquelles vous devez vous préparer pour le niveau suivant. Ainsi, non seulement vous vous dites « OK, j'ai sécurisé mon back-end, j'ai tout ce que je dois faire aujourd'hui, mais je résous les problèmes d'aujourd'hui avec une vision ou une perspective sur l'avenir afin de ne pas me tirer une balle dans le pied pour l'étape suivante. » Et je dirais honnêtement qu'un grand avantage à s'inspirer du parcours de quelqu'un d'autre, c'est justement cela. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous l'avons fait 4 fois, atteignant ainsi 100 millions en valeur d'entreprise. C'est parfois difficile car quelqu'un de plus expérimenté vous dira simplement quoi faire pour l'étape suivante. Mais il ne sait pas qu'une étape plus loin, il devra revenir en arrière de 2 étapes, puis recommencer. Nous sommes donc montés tout en haut de la pyramide plusieurs fois. Et donc, certaines des choses que nous vous disons de faire en cours de route peuvent ne pas sembler avoir de sens à ce moment-là. On le sait bien, car dès la première ascension, on regrette nos erreurs. La deuxième fois, on gère mieux toutes les étapes malgré quelques frictions. Et puis, vient enfin la troisième fois. À chaque fois, on monte cette montagne de plus en plus vite. Je veux simplement vous aider à faire la même chose.
et donc c'est gratuit. C'est conçu pour votre société. Bouton juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Il suffit d'entrer vos informations et nous vous l'enverrons. Sinon, on se retrouve au niveau suivant pour l'étape 6, l'optimisation.